Les débats des nanotechnologies. Qui sont ces petits êtres? Sont-ils là pour aider Gulliver, lui rendre la vie plus simple? Ne représentent-ils pas en fait un danger? Comment Gulliver peut-il les contrôler? L'image est parlante. Il est possible ici de voir en creux les nanotechnologies. Ces innovations à l'échelle du nanomètre, c'est-à-dire à l'échelle du très petit, qui inondent notre monde aujourd'hui dans des domaines aussi variés et quotidiens que l'alimentation et les cosmétiques. Les questions soulevées par le conte de Swift sont comparables aux débats qu'engendrent les nanos. Débat quant au progrès mais surtout aux risques sanitaires et environnementaux qu'elles représentent, questions qu'elles posent par rapport à l'individu et à ses libertés, et enfin, questions de pouvoir et débats relatifs à leur maîtrise. Les nanos sont porteuses d'espoir dans de nombreux domaines. En matière de santé, elles pourraient franchir les gros obstacles de la médecine que sont les diagnostics trop tardifs, notamment en oncologie puisque les nanoproduits sont à même d'améliorer les diagnostics in vitro et in vivo, et l'inefficacité et les effets indésirables des traitements médicaux lourds. Les nanovecteurs encapsulés sont invisibles pour l'organisme, les médicaments sont portés à des endroits plus précis, ce qui permet ainsi de réduire la dose requise. Pourtant, certains scientifiques dénoncent les risques du développement incontrôlé des nanos. On parle alors de nanotoxicologie. Pour bien comprendre les interrogations actuelles sur les dangers et les risques potentiels des nanoparticules, il faut avoir en tête leurs propriétés spécifiques. En effet, la dimension nanométrique permet à des objets de cette échelle de franchir des filtres artificiels ou des barrières anatomophysiologiques comme la peau. Dans le domaine de la cosmétique, les nanos améliorent le pouvoir couvrant, adhérent et pénétrant des produits. Par exemple, notre crème solaire ne blanchit plus la peau. Les nanoparticules permettraient à l'industrie de s'affranchir de producteurs de matières rares et coûteuses présents dans les objets du quotidien. Mais comment évaluer l'exposition des populations et les risques sanitaires liés à l'absorption de nanoparticules? Il n'y a actuellement aucune certitude d'un réel danger pour l'homme, mais différentes mesures spécifiques devraient être rapidement demandées afin de pouvoir faire une évaluation correcte des risques potentiels. Dans le domaine du développement durable, il s'agit de réduire l'empreinte écologique des processus industriels et d'apporter à chaque être humain des conditions de vie acceptables dans un environnement sain. La chimie verte réduirait ainsi notre consommation d'énergie en améliorant le système d'éclairage public ou en servant de revêtement sur les vitrines stockant de l'énergie solaire par exemple. La nanoabsorption, qui a une capacité de rétention des polluants, pourrait permettre de nettoyer continuellement les toxines de l'atmosphère, du sol et de l'eau pour les décontaminer. Mais comment déterminer les capacités de ces nanoparticules à persister dans l'environnement et dans les filières de potabilisation d'eau? Encore une fois, différentes mesures spécifiques devraient être rapidement demandées afin de pouvoir faire une évaluation correcte des risques potentiels pour l'écosystème. On l'a vu, dans le domaine pharmaceutique, biotechnologique et des soins, les applications des nanos sont considérables. Certains parlent même d'utiliser les nanos pour améliorer les performances humaines. La caricature la plus forte de cette approche, que l'on rencontre dans les fictions, est l'homme bionique. Homme greffé un peu partout, et jusque dans le cerveau, de moyens artificiels d'action, de communication et d'aides à la réflexion. Alors, à quand le surhomme bionique auquel ne resteraient que quelques éléments tissulaires naturels? Les nanos, comme toutes les technologies, ont leur part de risques d'inconnus et d'incertitudes qu'il faut tenter de prévoir et de contrôler. Mais encore faut-il garder la tête froide. Les discours, parfois délirants, sur les dangers des nanos, liés à l'apparition de matières intelligentes constituées d'objets microscopiques et qui échapperaient au contrôle humain, sont du ressort de la science-fiction et du fantasme et le resteront, contrairement à la théorie du Grey Goo développée par Eric Drexler dans Engine of Creation. Les nanos examinés à l'aune des libertés publiques posent de sérieuses questions. L'exemple des possibilités offertes par l'utilisation des nanos dans les systèmes d'identification par radiofréquence RFID est à ce titre éclairant. La RFID est une méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés radioétiquettes. Les avancées dans ce domaine sont prometteuses. L'utilisation des nanos permet de créer des radioétiquettes insoupçonnables et à moindre coût qui pourraient être implantées dans le corps humain de manière systématique. Ainsi, la société américaine Verichip a créé une micropuce implantable contenant les informations médicales de la personne et permettant un traitement à distance. Toutefois, ce type d'avantage a un prix. En effet, Alain Weber de la Ligue des droits de l'homme considère que la réglementation du CNIL et de la CEDH n'encadre pas suffisamment aujourd'hui l'utilisation qui pourrait être faite des nanos par les entités publiques. Il existe donc un risque tangible, cette fois loin d'être fantasmé, de menace des libertés publiques, et c'est notamment du fait des conditions sociopolitiques actuelles qui favorisent la constitution de mégafichiers de données personnelles au nom, par exemple, de la lutte contre le terrorisme. L'investissement massif dans les nanos correspond à un choix de développement économique particulier, favorisant les déséquilibres, ce que dénoncent certains acteurs civils et des associations comme la CEN. Actuellement, les investissements se partagent entre quelques grands pôles qui dominent le reste du monde et se concentrent dans les pays dits de la triade. Parmi eux, les États-Unis s'imposent comme le leader incontesté mondial, suivi par le Japon, puis l'Europe. À eux trois, ils concentrent les grands hubs technologiques qui dominent et hiérarchisent l'ensemble d'un réseau qui n'est pas neutre, mais fortement politisé. Les nanos imposeraient ainsi de nouvelles dépendances économiques. Par exemple, la substitution des matériaux naturels par les nanomatériaux pourrait fragiliser toute l'économie de pays vivant principalement de l'extraction. D'aucuns redoutent ce qui s'est déjà produit pour les OGM, que les pays en développement se voient forcés d'adopter des technologies incertaines développées par les laboratoires occidentaux. Certes, les nanofiltres se présentent comme une solution durable pour la dépollution de l'eau en Afrique, mais ces solutions sont développées principalement dans les laboratoires américains.
Comme toute technologie, les nanos impliquent des structures politiques particulières. La critique radicale du collectif pièces et main-d'œuvre porte sur une technique qui n'est pas neutre, mais qui correspond à une certaine organisation du pouvoir et devient un instrument au service de la société de la contrainte. La critique porte sur l'ensemble de la politique des nanotechnologies, un programme global d'organisation de la science et de la société qui prive les citoyens du pouvoir de décision en l'excluant des modalités de définition. Pour le collectif, le débat organisé en 2010 par la Commission nationale pour le débat public ne fut rien d'autre qu'une campagne d'acceptabilité et non pas un réel effort pour intégrer la société civile. De nombreux modes de régulation sont possibles. Le 24 novembre 2009, le Parlement européen a émis une résolution proposant d'établir la directive pour mettre en place une régulation spécifique aux nanotechnologies dans différents domaines. Mais on rencontre en fait le problème tout juste évoqué de la mise à l'écart des citoyens. Une solution serait de privilégier la fonction régulatrice du droit privé. La soft law aurait dans le domaine des nanos toute sa place, avec par exemple l'établissement de labels sans nano, à l'image des différents labels bio qui existent aujourd'hui.